27%. C'était la proportion de femmes parmi le personnel de certains camps de concentration. Pourquoi des citoyennes ordinaires sont-elles devenues des bourreaux? À première vue, des mères de famille exemplaires. Mais en réalité, des rouages essentiels de la machine de mort nazie. Sur les photos d'époque, on les voit rire. Elles mangent des fraises, écrivent des lettres d'amour et caressent leurs chiens. Un instant plus tard, elles franchissent les barbelés. À l'intérieur, le décor change. Elles participent activement au passage à tabac, aux humiliations et aux exécutions. Les victimes décrivent une cruauté systématique. Les cicatrices laissées par ces femmes marquent encore l'histoire aujourd'hui. Tout commence en l'an 1933. Adolf Hitler prend le pouvoir. Il promet de reconstruire une Allemagne ruinée par la défaite de la Première Guerre mondiale. Le plan est précis, contrôler chaque aspect de la vie sociale. Il veut créer une nation aryenne pure. Le régime s'installe partout, dans les écoles, dans les usines, dans les foyers. On voit les drapeaux rouges et noirs recouvrir les façades des immeubles. Les hommes rejoignent la Wehrmacht ou la police. Pour les femmes, le rôle est défini par les 3 K, Kinder, Küche, Kirche. Les enfants, la cuisine, l'église. Elles doivent élever la future génération et promouvoir les valeurs du parti. Au départ, le secteur militaire leur est fermé. Les nazis considèrent que la guerre est une affaire d'hommes. Mais le conflit mondial change la donne. L'année 1942 marque un tournant. La situation devient critique. Les forces allemandes sont dispersées sur tous les fronts, dans les plaines gelées de l'Union soviétique, dans les sables d'Afrique du Nord et sur les côtes de l'Europe de l'Ouest. Les pertes humaines sont massives. Au même moment, la machine concentrationnaire s'accélère. Les nazis agrandissent leur réseau de camps à travers l'Europe occupée. Les trains arrivent jour et nuit. Des milliers de prisonniers s'entassent derrière les clôtures électrifiées. Le besoin de surveillance explose. Il n'y a plus assez d'hommes pour tenir les miradors. Le régime n'a plus le choix. Il doit recruter des femmes pour gérer l'horreur. La situation a empiré. 1939. La SS lance une campagne de recrutement massive. Les journaux et les bureaux de l'emploi publient des annonces banales. L'organisation cherche des femmes pour gérer les camps. Pourquoi ces citoyennes ordinaires ont-elles répondu à l'appel? La réponse est simple, un salaire stable et un logement garanti en temps de guerre. Mais en réalité, l'attrait était bien plus profond. À l'image, des femmes en civil font la queue devant un bureau. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des infirmières, des secrétaires, des institutrices et des ouvrières. La plupart ont entre 20 et 35 ans. Elles viennent de petites villes de province. Pour ces jeunes femmes, l'uniforme est une libération. La société nazie les limitait au foyer. Ici, elles reçoivent un pouvoir immédiat. Elles portent l'insigne SS. Elles donnent des ordres. Elles intègrent une machine puissante. Mais elles ignorent encore la violence du chemin qui s'ouvre. Le service à l'État se transforme. Ce qui commence comme un simple emploi devient une participation directe au système d'oppression le plus brutal de l'histoire. Une fois l'uniforme enfilé, l'anonymat disparaît. Sur les documents d'archives, on voit leur visage changer. L'entraînement commence à Ravensbrück. Ce lieu va briser leur humanité pour les transformer en bourreaux. Le camp se situe à 80 km au nord de Berlin. Sa construction date de l'année 1939, juste avant le début des hostilités. C'est le plus grand complexe de concentration conçu exclusivement pour les femmes. Les chiffres sont vertigineux. Plus de 130 000 prisonnières franchissent ces barbelés. On y trouve des femmes juives, des résistantes polonaises et des femmes roms. Parmi elles, des enfants de seulement 8 ans. À l'image, des rangées de baraquements gris sous un ciel bas. La discipline est absolue. Pour une simple parole contre un officier, l'arrestation est immédiate. L'histoire s'est arrêtée là, pour des milliers de victimes. 1939, c'est l'année où le camp de Ravensbrück ouvre ses portes. Les raisons de l'enfermement sont multiples. Convictions politiques, origine juive ou simple présence au mauvais endroit. Le camp est une forteresse. On y voit des fils de fer barbelés électrifiés et des miradors occupés par des gardes armés. À l'intérieur, des baraquements en bois s'alignent. Les prisonnières dorment les unes contre les autres sur des planches brutes. La nourriture manque. Pourquoi envoyer des centaines de femmes dans cet enfer? La réponse est simple. Elles viennent de toute l'Allemagne pour apprendre à briser les autres. La formation dure à peine quelques semaines, mais ce délai suffit à effacer toute trace d'humanité. On enseigne aux recrues une règle unique. Les prisonnières ne sont pas des êtres humains, ce sont des ennemis de l'État. Elles apprennent à hurler des ordres, à manipuler des armes et à frapper sans hésiter. À l'image, Dorothea Binz marche dans l'allée centrale. C'est l'instructrice la plus redoutée du camp. Elle porte un fouet à la ceinture et un pistolet au côté.
elle frappe sans prévenir. Les nouvelles gardes l'observent et imitent ses gestes. Sous ses ordres, la cruauté devient une procédure administrative. Une erreur pendant l'appel ou un mot prononcé sans autorisation déclenche un passage à tabac immédiat. Mais ce n'était que le début. La routine est une torture. Le travail commence au lever du soleil et s'arrête à la tombée de la nuit. Les femmes creusent des tranchées, transportent des blocs de pierre ou cousent des uniformes pour la Wehrmacht. La faim ronge les corps. Celles qui s'effondrent d'épuisement sont battues ou exécutées sur place. Le menu est fixe, un morceau de pain rassis et une soupe à l'eau. Ravensbrück devient aussi un laboratoire de l'horreur. On y pratique des expériences médicales sur des sujets vivants. Les médecins brisent volontairement des os pour tester des traitements. Ils injectent des bactéries et des maladies infectieuses dans les veines des détenus. Sur les rapports, on note les réactions des corps qui luttent. Les gardiennes assistent à ces scènes. Elles maintiennent les victimes au sol et rient pendant les interventions des chirurgiens. La situation a empiré en 1944. Le camp de base pilote désormais un réseau de 30 sous-camps. Chaque site dispose de son propre contingent de surveillantes. Une fois formées, ces femmes sont mutées à travers toute l'Europe. Elles exportent leurs méthodes et leur violence. L'erreur était interdite et leur parcours les mène vers les destinations les plus sombres du système. L'une de ces destinations est Auschwitz. C'était le cœur de la machine de mort nazie. Le complexe le plus vaste du régime. Ainsi s'est propagé le système de la terreur. 1940, c'est l'année où le système nazi érige le camp le plus meurtrier de son histoire en Pologne occupée. À l'origine, le site n'est qu'une prison pour captifs politiques. Mais très vite, la structure change d'échelle pour devenir un complexe industriel de la mort. Pourquoi ce lieu est-il devenu le centre de la machine d'extermination? La réponse tient en une organisation méthodique. 3 zones distinctes découpent le terrain. Auschwitz I constitue le camp principal, le centre administratif. Auschwitz II, Birkenau, sert d'usine d'extermination avec ses chambres à gaz et ses crématoriums. Auschwitz III, Monowitz, fait office de camp de travail forcé pour les industries allemandes. À l'image, des barbelés à perte de vue et des miradors en bois. Mais ce n'était que le début de l'horreur. À la fin de la guerre, le bilan est vertigineux. 1 100 000 personnes ont été assassinées. La majorité des victimes sont des juifs. Les causes de décès se répètent. Le gaz, la famine, les épidémies et l'épuisement total. Les corps sont jetés dans des fosses ou brûlés mécaniquement. À première vue, un système géré par des hommes de la SS. Mais en réalité, des centaines de femmes occupaient aussi des postes de pouvoir. Entre 1942 et 1945, environ 200 gardiennes sont affectées au complexe. On les appelle les Aufseherinnen. Leur mission est claire, surveiller les prisonnières, encadrer le travail forcé et maintenir l'ordre pendant les sélections pour les chambres à gaz. Sur les photos d'archives, on voit des uniformes gris impeccables, des bottes noires cirées et des fouets à la ceinture. Certaines portent des pistolets. La formation de ces femmes est brutale. On leur apprend à nier l'humanité des détenus. Les ordres sont hurlés, les insultes pleuvent sans interruption. La moindre désobéissance entraîne une sanction immédiate. Les gardiennes utilisent les coups, l'humiliation publique et la privation de nourriture comme outil de gestion quotidienne. Il n'y avait pas de retour en arrière pour les victimes. Le régime de terreur était total. Ainsi s'est installée la routine de la mort à Auschwitz. 24 heures sur 24, la surveillance était totale. Dans chaque bloc et à chaque poste de garde, les surveillantes SS imposaient leurs lois. Elles ne se contentaient pas de garder les clôtures, ces femmes participaient activement aux sélections sur la rampe. D'un simple geste de la main, elles séparaient les déportés en 2 groupes. À gauche, le travail forcé jusqu'à l'épuisement. À droite, la mort immédiate dans les chambres à gaz. Comment des jeunes femmes ont-elles pu devenir des bourreaux? La réponse est brutale. Le système encourageait la cruauté pure. L'année 1943 marque un tournant. Erma Grez arrive à Auschwitz. Elle n'a que 19 ans. À l'image, on voit son visage d'adolescente, mais son comportement terrifie les détenus. Sa violence est telle qu'elle choque ses propres collègues de la SS. Elle porte toujours un fouet avec elle. Elle frappe les femmes au visage. Elle lâche ses chiens entraînés sur les prisonnières. Pour une simple erreur, elle force des groupes entiers à rester nus dans le froid polaire pendant des heures. Elle observe la scène sans ciller. Sur les rapports d'archives, les témoins sont formels. Elle prenait un plaisir visible devant la douleur. Mais ce n'était que le début de la hiérarchie. Au-dessus d'elle se trouve Maria Mandel.
c'est la surveillante chef de tout le camp des femmes. Elle possède un droit de vie et de mort absolu. Pendant les appels, Mandel marche lentement entre les rangs. Elle ne parle pas. Elle pointe du doigt celles qui ont l'air faibles, celles qui tremblent ou celles qui semblent malades. Ces femmes désignées sont immédiatement chargées dans des camions, direction les crématoires. Les historiens estiment son bilan à plus de 500 000 victimes. Mandel a aussi créé l'orchestre du camp. Elle force les prisonnières musiciennes à jouer des airs joyeux pendant que les autres marchent vers les chambres à gaz. La situation a empiré avec l'arrivée d'autres gardiennes. Therese Brandl et Elisabeth Volkenrath rejoignent les rangs. Brandl est connue pour ses accès de rage. Elle frappe les détenus jusqu'à leur faire perdre connaissance pour des fautes mineures. Volkenrath, elle, supervise les punitions à Auschwitz puis au camp de Bergen-Belsen. Elle gère la logistique de la mort avec une précision administrative. À l'écran, les registres montrent leurs noms écrits avec soin à côté des listes de condamnés. Il n'y avait pas de place pour la pitié. Une dynamique de compétition s'installe entre elles. Les gardiennes rivalisent de zèle pour prouver leur efficacité au commandement. Elles cherchent à se surpasser dans l'invention de nouveaux sévices. La violence devient une carrière. Ainsi s'est construit le quotidien de l'horreur. Montrer qui était la plus dure. C'était la seule règle entre les gardiennes. La moindre trace de gentillesse était perçue comme une faiblesse impardonnable. Certaines surveillantes volaient la nourriture, les bijoux ou les vêtements des détenus. D'autres utilisaient la faim et la terreur pour maintenir un contrôle total sur les blocs. Un simple geste de pitié pouvait coûter la vie. Partager un morceau de pain noir devenait un crime passible de mort. Pour les prisonnières, ces femmes incarnaient la terreur absolue. Leur visage était le dernier rempart de l'humanité disparue. Pourquoi la peur était-elle si intense? La réponse est brutale. Les survivantes ont témoigné. Les gardiennes faisaient plus peur que les hommes. Leur cruauté semblait plus ciblée, plus personnelle. À première vue, des surveillantes de camp. Mais en réalité, des bourreaux méthodiques. Les gardiennes insultaient, moquaient et torturaient. L'objectif était clair, il fallait détruire les corps, mais aussi briser la dignité humaine. Elle frappait là où la douleur était la plus humiliante. Les rapports mentionnent des séances de sport forcées sous la pluie jusqu'à l'évanouissement. Mais ce n'était que le début. Le système de terreur ne se limitait pas à un seul lieu. Auschwitz n'était qu'un maillon de la chaîne. L'horreur s'est propagée vers d'autres centres de mise à mort comme Majdanek. La situation a empiré. Le camp de Majdanek était situé près de Lublin, en Pologne. Les archives décrivent un lieu de désolation totale. Les barbelés s'étendaient à perte de vue. Sur les images d'époque, on voit les miradors qui surplombent des baraquements noirs. On entend le vent souffler sur les plaines gelées. Majdanek est devenu l'un des points les plus sombres de la géographie nazie. Il n'y avait pas de retour en arrière. Majdanek, un nom synonyme de mort industrielle à grande échelle. Ici, le travail forcé croisait l'extermination systématique dans une mécanique de terreur absolue. Le camp ne s'arrêtait jamais. Comment le système fonctionnait-il? Une organisation simple et brutale. Les détenus devaient construire leur propre baraquement, creuser des fossés profonds et trier les vêtements de ceux qui venaient d'être exécutés. Les chambres à gaz éliminaient des centaines de personnes en une seule session. Juste à côté, le crématorium fonctionnait jour et nuit. Une fumée noire et constante sortait des cheminées. L'odeur de chair brûlée imprégnait les murs en béton et le sol boueux. Parmi les gardes, une femme marquait les esprits par sa violence gratuite. Hermina Bronsteiner. Elle ne se contentait pas d'obéir aux ordres. Elle semblait trouver du plaisir dans la souffrance. À l'image, des rangées de prisonniers épuisés sous la neige. Les survivants se souviennent d'elle traînant des femmes par les cheveux sur le sol gelé. Elle frappait à coups de bottes jusqu'à ce que les corps ne bougent plus. Elle hurlait sur les plus faibles, ceux qui n'avaient plus la force de se tenir debout. On l'appelait la jument de Majdanek. Ce surnom venait du bruit sec de ses talons sur le gravier. Elle frappait les détenus qui ralentissaient pendant l'appel ou sur les chantiers. Elle était jeune, mais elle était devenue la figure la plus crainte du camp. À première vue, une simple gardienne. Mais en réalité, un bourreau sadique. Elsa Erich était une autre pièce de cette machine. Elle agissait avec une précision glaciale. C'est elle qui décidait qui restait en vie et qui devait mourir à l'instant même. Elle supervisait les sélections sur la rampe d'arrivée. Elle envoyait des hommes, des femmes et même des enfants vers les chambres à gaz sans un mot de trop.
Son attitude frappait les témoins par sa froideur. Elle semblait déconnectée de toute émotion humaine. Pour elle, chaque acte de cruauté n'était qu'une tâche administrative de plus, une journée de travail ordinaire. Majdanek servait aussi de centre de transit pour l'Europe occupée. Les trains arrivaient bondés. Les passagers pensaient être déplacés pour travailler dans des usines ou des fermes. La vérité était différente. On entend le bruit métallique des verrous qu'on ouvre. Les gardiens, hommes et femmes, participaient à cette terreur quotidienne. Le camp tournait sans aucun accroc. La grande majorité de ceux qui descendaient de ces wagons ne sont jamais ressortis vivants. Le processus était rodé. La mort était devenue une industrie. Ainsi s'est achevée l'existence de milliers de victimes. 1944. Le Troisième Reich recule sur tous les fronts. Les nazis déplacent les prisonniers vers l'Allemagne du Nord. Leur destination, Bergen-Belsen. Pourquoi ce camp? À l'origine, c'était un centre de détention pour les prisonniers politiques et les otages échangeables. Mais la guerre tourne au désastre. Bergen-Belsen devient un dépotoir humain. Les convois arrivent sans interruption depuis les autres camps évacués. La situation s'aggrave de jour en jour. Des milliers de déportés épuisés débarquent sur les quais. À l'image, des silhouettes squelettiques qui s'effondrent sur le sol. Il n'y a plus de nourriture. Aucun abri décent n'est disponible. Les soins médicaux n'existent plus. À première vue, un camp de transit. Mais en réalité, un mouroir à ciel ouvert. Le froid sature l'air. L'odeur de la mort est partout. Les prisonniers n'ont plus la force de se lever. La faim déforme les visages. Les détenus mangent de l'herbe ou l'écorce des arbres pour survivre. Le typhus et la dysenterie frappent sans distinction. Les corps s'accumulent plus vite qu'on ne peut les enterrer. Les fosses communes débordent. L'horreur nazie porte des noms précis. Irma Grez arrive d'Auschwitz pour poursuivre sa terreur. À ses côtés, Elisabeth Volkenrath impose une discipline de fer. Elles frappent, elles humilient. Pour ces femmes, la souffrance humaine n'a aucune valeur. On voit sur les registres. Les punitions tombent pour un simple regard. L'erreur était interdite pour les prisonniers. Avril 1945. La défaite de l'Allemagne est inévitable. L'ordre intérieur s'effondre totalement. Les gardes SS abandonnent toute tentative de gestion. Ils cessent de distribuer le peu d'eau et de pain qui restait. Les malades sont livrés à eux-mêmes dans les baraquements sombres. La fin approche. Le 15 avril 1945, les troupes britanniques franchissent les barbelés. La scène dépasse l'entendement. La caméra enregistre, des piles de cadavres jonchent le sol. 60 000 survivants ressemblent à des spectres vivants. Ils gisent au milieu de 10 000 corps sans vie. Le silence est total. L'histoire s'est arrêtée là.